Il est 9h18, nous descendons dans la cave dont la porte s'est ouverte toute seule. On flatte tous ici. Bienvenue dans mon cauchemar. Bonjour et bienvenue dans ce numéro hors série d'été, d'inspiré de faits réels. Je suis Charles. Et je suis Mathias. Dans ce numéro hors série, c'est un petit peu spécial, vous allez voir. On va pas vous parler d'un film en particulier, vous avez remarqué que cet épisode va s'appeler L'été meurtrier. On a statué sur le nom du... Ah oui, on a statué sur le nom de cet épisode, mon cher J'avais une Charles. autre idée, je te dirai à la fin. C'est le petit suspense jusqu'à la fin. Donc voilà, cet épisode-là, on va pas s'entretuer, on va plutôt vous parler de films où des gens meurent, mais qui se passent l'été. La contrainte qu'on s'est fixée, une contrainte un petit peu spéciale, c'est de ne choisir que des films, aujourd'hui, dont on va parler, qui contiennent le mot summer, ou le mot été dans le titre, et qui sont plus ou moins du cinéma d'horreur. Oui, on a une sélection complètement arbitraire. Complètement arbitraire, où il y aura, d'ailleurs le premier film dont on va parler là, c'est un film dont on a déjà parlé dans Inspiré de faits réels, mais ça fait toujours du bien de revenir dessus. Vous savez sûrement à quoi on va faire référence, évidemment quand on pense film d'horreur avec été dans le titre. Souviens-toi l'été dernier. I Know What You Did Last Summer. On a consacré un épisode spécial à ce film et même un bonus. Là, on va revenir dessus rapidement. On va revenir en intro sur ce film quand même parce que ça me semblait difficile de pas le mentionner. Notamment... C'est vrai que l'objectif c'est de vous faire découvrir d'autres films. Ouais. Mais bon, on va commencer par celui-là quand même parce que c'est un grand classique. C'est un classique pour nous. Il fallait l'évacuer et on l'a revu. Et il y a peut-être des nouvelles choses aussi à en dire. Enfin, moi, en le revoyant, j'ai eu des nouvelles choses à en dire. Alors, Souviens-toi l'été dernier, c'est un film réalisé par Jim Gillespie, comme vous le savez, écrit par Kevin Williamson, qui sera après l'auteur des Scream, notamment, réalisé par Wes Craven. C'est un film américain, donc de 97, qui met en scène, forcément, la fatale bande de jeunes qu'on va avoir dans beaucoup de slashers, qui, sur une petite ville côtière des États-Unis, va, un soir, après une soirée un petit peu arrosée, un petit peu festive, renverser une personne sur la route et au lieu d'appeler les urgences, au lieu d'assumer, en fait, ils vont tenter de faire disparaître le corps. Un an plus tard, Jennifer Love Hewitt, qui fait partie du casting, reçoit une petite lettre par la poste. Sur le papier est écrit « I know what you did last summer ». Et à partir de là, nos petits compagnons vont tomber un à un comme des mouches, en fait. Et en dehors des choses qu'on a peut-être pu déjà dire sur ce film, je trouve, en le revoyant, j'ai trouvé que c'était un film qui était quand même relativement ambitieux pour son budget. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Mathias. C'est un film Alors, qui j'ai était plus le budget en tête. T'as plus le budget en tête. Je crois que le budget c'est une dizaine, c'est peut-être 17 millions, quelque chose comme ça. Mais en le revoyant, du coup, il y a une grande quantité de scènes qui se passent dans des décors très différents. Et c'est un film qui est monté avec très peu de prises à chaque scène, parce qu'ils étaient pressés par le temps, parce que ce sont des décors réels. Ils ont barricadé les routes, ils ont fermé une partie de la ville dans laquelle le film a été tourné. Et en le revoyant, j'ai été étonné en fait de la diversité des arrière-plans de chaque scène. Et j'ai été aussi agréablement surpris, je regarde mes notes, par le travail de coordination de plateau. Après coup, alors ça peut paraître étrange comme ça, mais en le revoyant, je me suis dit waouh, il y a quelque chose qui se passe à chaque scène, à chaque fois qu'il y a une scène de dialogue entre des personnages, il se passe quelque chose à l'arrière, il y a quelque chose qui vit un peu dans ce film. Et que j'avais pas forcément remarqué la première fois, pour les personnes qui ont écouté notre épisode sur le film en particulier. C'est quelque chose que je me souviens, je crois pas l'avoir mentionné à ce moment-là parce que je pensais pas l'avoir remarqué, et il a fallu attendre le 3e visionnage quand même pour que je me rende compte qu'il y a un travail de coordination de plateau qui était quand même assez bien foutu, quoi. Écoute, je crois que tu viens de trouver les explications rationnelles à pourquoi j'aime autant l'ambiance de ce film. Parce que je l'avais relevé, c'est vrai, quand on avait fait notre épisode sur Souviens-toi l'été dernier, que ce qui m'a le plus plu dans ce film, finalement, c'est cette ambiance de ville côtière un petit peu pourrie, c'est le fait qu'on croit à cette ville.
D'ailleurs, une des inspirations de Jim Gillespie pour le film, donc bon, il y avait évidemment Halloween pour le tueur, mais aussi Les Dents de la Mer pour l'ambiance de ville côtière en pleine fête du 4 juillet. Même si bon, on n'est pas sur un degré Les Dents de la Mer évidemment. Non. Mais justement, on retrouve dans ce film le même côté charmant que peut avoir Amity dans Les Dents de la Mer. On le retrouve ici dans Souviens-toi l'été dernier avec Southport, dans le sens où on nous fait croire à cette ville, au fait qu'elle existe. Ah mais elle existe. Il se passe toujours quelque chose. Oui, non mais la ville existe en vrai. Non mais ce que je veux dire, c'est la ville du film. C'est-à-dire que dans le film, on n'est jamais sorti du truc. Il y a tout, effectivement, le fait qu'il y ait toujours des gens en arrière-plan qui font quelque chose. Les bateaux. On nous montre les bateaux, qu'on nous montre une diversité de décors. On nous emmène dans des endroits où les gens vraiment vivent, où ils travaillent. On nous emmène un petit peu à l'extérieur de la ville où on voit un genre de ferme. On nous montre la fameuse scène avec Sarah Michelle Gellar qui est dans une boutique et qui ensuite sort dans la ruelle, etc. On voit en fait la géographie de cette ville. Et on la comprend et on a l'impression au bout d'un moment de limite être un des habitants de Southport, de cette ville, parce qu'on la connaît bien. Le travail est tellement bien fait, je trouve, de la part de Jim Gillespie là-dessus, qu'on a vraiment l'impression de marcher dans les rues de cette ville et de la connaître à la fin du film. Ouais, elle a cette ambiance de petite ville côtière qui fonctionne vraiment bien, qui est tout tourné enfin pas tout complètement, mais qui est beaucoup tourné en décor naturel, ce qui leur a apporté d'ailleurs quelques problèmes avec la municipalité, notamment sur l'utilisation du nom. Je me souviens plus exactement du nom de la ville, mais c'est le vrai nom de la ville qui est mentionné dans Souviens-toi l'été dernier. Et ouais, j'étais vraiment étonné parce que je sais pas, il y avait quelque chose qui me semblait très naturel, c'est peut-être quelque chose que j'avais pas en fait dénaturalisé en regardant le film. Je voyais les décors au fond, je me disais bah oui, il y a des bateaux, forcément c'est une ville côtière, enfin voilà. Et en fait, en le regardant bien là et en lisant un petit peu plus aussi sur le sujet, sur le film, je me rends compte que tout ça, c'est tout du travail de plateau, c'est-à-dire que les bateaux qui passent derrière, s'il y a vraiment un travail de coordinateur plateau pour les faire passer au bon moment, et du coup ça, ouais, je trouvais qu'il y avait une ambiance, quelque chose d'assez vivant en fait en général dans le film et dans ses arrière-plans surtout. Et j'ai trouvé plutôt agréable. Autre chose... Ça passe aussi par le sound design, ça. Ouais. C'est vrai qu'on l'avait très peu mentionné dans l'épisode, mais il y a constamment des espèces de bruits de port, des bruits de mouettes qu'on entend au loin. Il y a vraiment, au niveau du travail du son, il y a aussi quelque chose qui est fait pour nous donner l'impression qu'on est vraiment à l'intérieur de cette ville côtière. Ouais, pour nous immerger, ouais, complètement. Je suis d'accord. Et autre chose aussi qui m'a étonné en le revoyant, je crois que ça doit être le film en tout, ça doit être la 3e ou la 4e fois que je le vois. Et à force de aussi voir peut-être des slashers, forcément ces 3 dernières années par exemple, de voir des slashers au cinéma ou des choses comme ça, j'ai été très étonné à nouveau de la manière dont le film est rythmé, que je trouve vraiment pas mal, et surtout en général, c'est un film qui me semble particulièrement bien produit, comparé aux teen movies, on va dire, il rentre un peu dans cette catégorie des teen movies qu'on a aujourd'hui au cinéma. Et je me demande si le film, parce que le film a été moyennement apprécié, enfin il a eu sa petite vibe forcément fin années 90, mais à partir du moment où Scream est sorti, on a considéré que le travail de Kevin Williamson, le bon travail de Kevin Williamson, c'était davantage Scream que Souviens-toi l'été dernier. Oui, c'est parce que c'est vrai qu'on a retenu le côté méta de Scream qui rebattait les cartes et qui en plus était vraiment sublimement réalisé par Wes Craven. Donc et puis qui était coécrit, c'est-à-dire que Wes Craven il retouche toujours le script, connaît. Oui. Alors que là, je pense pas que Jim Gillespie ait beaucoup touché au script. Il est pas dans cette démarche-là. Pour le coup, c'est vrai que Souviens-toi l'été dernier est un film qui est très très Kevin Williamson dans l'esprit, c'est vraiment un teen movie. Kevin Williamson, on l'a pas rappelé, mais c'est quelqu'un qui a été à l'origine des séries Dawson et The Vampire Diaries, qui a fait pas mal de films connus de ces époques-là, donc le script de Scream 2, de The Faculty, donc The Following aussi, la série. Donc il a fait beaucoup de choses qui sont très axées teen, et souvent teen et un petit peu et crime. Donc ouais, c'est vrai que là c'est vraiment un film pour le coup que moi j'attribue plus à Kevin Williamson et à ses acteurs aussi, parce que c'est vrai qu'on a pas mal d'acteurs en début de carrière qui sont tous super, ça fait plaisir, tu vois. Et d'ailleurs c'est marrant parce que le casting c'est vraiment, on est fin des années 90. Complètement. C'est un concours de beauté. Je veux dire, on a Sarah Michelle Gellar, Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze Jr., Ryan Phillippe. Et que des canons, en fait, on se croirait vraiment, genre, c'est un peu ce que fait par exemple Riverdale aujourd'hui. On va prendre que des jeunes acteurs canons, on va les foutre dedans, et puis voilà, tu fais ta tambouille. Sauf que là, c'est servi par un bon script, je trouve, de Kevin Williamson,
qui s'inspire d'un... Je sais pas si on l'avait mentionné. Oui, on l'avait si, mentionné. on l'avait bon, mentionné. Je le redis. Ouais. Qui s'inspire donc d'un livre, Souviens-toi l'été dernier, de Lois Duncan. Ce qui est assez marrant, et j'avais pas relevé ça, c'est que Kevin Williamson, en 99, donc 3 ans après Souviens-toi l'été dernier, 2 ans, pardon, après Souviens-toi l'été dernier, il va sortir un film qui s'appelle Mrs. Tingle. Et Mrs. Tingle, le pitch ressemble vraiment comme 2 gouttes d'eau à Killing Mr. Griffin, qui est un livre de Lois Duncan aussi. Donc on sent qu'il est assez influencé par cette autrice qui a fait pas mal de livres pour adolescents, plutôt tournés vers le crime et un petit peu parfois vers le paranormal, puisque il y a un autre film dont on va parler dans cet épisode qui est inspiré d'un livre de Lois Duncan. Tout à fait. On vous garde la surprise. Eh ben écoutez, je pense qu'on a à peu près dit ce qu'on voulait rajouter sur ce film, à moins que tu aies autre chose, Mathias. Je mentionnerai juste, regardez aussi Souviens-toi l'été dernier 2. Alors oui, là on est plus d'accord. Là, c'est là que nos avis diffèrent. On est d'accord pour dire que le 3, il faut pas le regarder. On est d'accord, c'est vraiment nul. Je suis d'accord pour dire que le 3 a l'avantage d'être suffisamment nul pour être drôle, alors que le 2 n'atteint pas le niveau de nullité pour être drôle. Ouais, mais il y a aussi une atmosphère. Il y a une atmosphère, oui. On va pas refaire le match, mais en gros, souviens-toi l'été dernier 2, pour vous la faire très brièvement. On a aussi un travail sur l'atmosphère, sauf que là, on n'est plus sur une ville côtière, on est sur un resort aux Caraïbes en pleine tempête. Alors, on peut y être sensible ou pas. Moi, j'y étais sensible et j'ai beaucoup aimé Souviens-toi l'été dernier 2. Et le film, c'est en gros comme le 1, mais en un peu plus gore, plus de violence, plus flip. Enfin, ils essayent de faire plus flippant, plus fun, moins bien construit, voilà. Mais ils ont essayé de faire le 1 en plus. Ça n'a pas fonctionné surtout, mais je trouve qu'au niveau de l'ambiance, ça fonctionne plutôt bien. C'est un film qui est clairement opportuniste pour surfer sur le succès du premier, très clairement. Opportunisme d'ailleurs qui a fonctionné parce que, par exemple, Sarah Michelle Gellar n'avait pas encore tourné dans Buffy. Et le film, finalement, le premier film, a aussi bénéficié de la hype qu'a eu l'actrice par la suite. Ah bah oui, évidemment. Ouais. Puis là, on a Jennifer Love Hewitt qui revient dans le 2, et Freddie Prinze Jr. qui revient aussi dans le 2. Donc on a en fait, c'est toujours bien dans une suite quand t'as quand même des acteurs du premier qui reviennent. Donc là, c'était au moins le cas. Et pour le coup, pas pour un petit rôle, puisque Jennifer Love Hewitt est encore une fois l'héroïne du film. Donc, donc voilà. Mais j'ai bien aimé Souviens-toi l'été dernier 2. Voilà, je conçois qu'on puisse ne pas apprécier. Juste préciser ça. Mais je pense que si vous avez aimé le 1, normalement, vous passerez pas un mauvais moment devant le 2. Au minimum, vous passerez pas un mauvais moment, je pense. Eh ben écoute, sur ces paroles, on termine cette première partie et on enchaîne sur la suivante. Le deuxième film dont on va parler aujourd'hui est tout de suite un petit peu moins connu que Souviens-toi l'été dernier. Il s'agit de Last Summer, un film qui est sorti en 2013, dont je n'avais honnêtement jamais entendu parler avant de commencer à chercher sur internet des films avec Summer dans le titre. Alors, moi non plus, et il faut pas tout de suite, peut-être pour les gens qui voudraient le voir, il ne faut pas le confondre avec un film US aussi qui s'appelle Last Summer, et qui revient beaucoup plus couramment dans les résultats que ce petit film dont on va parler maintenant. Alors, vous pouvez d'ailleurs le trouver sous un autre nom, alors faudra qu'on le note quelque part, mais vous pouvez aussi le trouver sous le nom Ruedu Ronnanchantay, son nom en VO, puisqu'il s'agit d'un film thaïlandais, sorti en 2013. Le pitch, en gros, c'est, on va suivre au début Joy, qui est une jeune, on va dire star comédienne, enfin star en devenir, une jeune comédienne déprimée, qui veut se suicider. Et son plus ou moins petit copain, c'est pas très clair au début, qui s'appelle Singh, lui propose d'aller à la mer. Sauf que ça va très mal tourner. Pendant la soirée, elle meurt, après une réaction allergique et un coma éthylique, et Singh, son pote Garn qui est avec eux, et Min, la meilleure amie de Joy, vont se débarrasser du corps. Alors dit comme ça c'est le début. Ça ressemble au film précédent, dis donc. Ça fait très Souviens-toi l'été dernier, mais en fait non. Et on va très vite s'en rendre compte dans le film. Et c'est ça que je trouve assez brillant. Alors, pour dire très brièvement, on est sur un film de fantômes en mode J-horror, comme on a pu le voir avec Shutter et Alone. C'est ça. Alors, il y a une petite... il glisse. Je trouve qu'il glisse vers la J-horror. Au début, c'est pas tout à fait ça, je trouve. Non, justement, je voulais y revenir après, c'est un petit peu différent. Donc pour la J-horror et son influence sur le cinéma thaïlandais, je vous renvoie vers notre épisode d'Inspiré de Ferrell qu'on a fait sur Shutter. On parlait un peu plus longuement de cette relation qui est entre le Japon et la Thaïlande sur le film de fantôme. Mais justement, c'est là où je voulais nuancer. Est-ce que c'est un fantôme à proprement parler ? Est-ce que c'est l'expression d'un sentiment de culpabilité ? Est-ce que c'est de la folie ?
on se rend très vite compte, par exemple, dans le film, mais très vite, c'est limite dans les 10 premières minutes, je pense, que Singh potentiellement devient zinzin. Et ça, c'est un truc qui est très intéressant. Et bon, alors, il y a beaucoup d'écueils du genre dans le film, d'écueils du genre film d'horreur classique de cette époque-là, donc des jumpscares nuls, voilà, les ombres dans les couloirs. Ouais, ils sont attendus, disons. Il y a aucun voilà, jumpscare chose attendue. C'est-à-dire que si vous avez déjà vu des films de J-horror, vous cherchez le cahier des charges, voilà, le fantôme qui passe en arrière-plan ou dans le miroir, qui avance lentement et qui fait peur, tout ça. Le cahier des charges est rempli. Ça s'arrête là. Il y a vraiment rien d'inventif de ce côté-là. En revanche, le film est surprenant. Ouais. Parce que moi j'étais sur des rails au début, je veux dire mes habitudes étaient absolument pas bousculées du tout, puisque ça fait très souviens-toi l'été dernier le début, ok on est sur un slasher classique, ils vont tous se faire buter par la fille qui va revenir, potentiellement sous forme de fantôme, on sait pas, ou sous forme de... En fait elle est pas morte, elle les tue un par un l'été suivant. Pas du tout. Parce que au bout de, je sais pas, une vingtaine de minutes de film, boum, twist, direct. Et sans trop spoiler, parce qu'il faut absolument pas spoiler ce film, je pense que c'est important. En fait, on a en gros un premier film d'une demi-heure, puis 2 autres films. Alors, ouais. Tout cela condensé dans un long film, enfin un long film d'1h30, et c'est normal en fait. C'est ça, en fait c'est un film... Alors déjà, il y a 3 réalisateurs à ce film. Exactement. Et c'est un film qui a une structure en 3 actes, mais qui sont tellement distincts les uns des autres, c'est la même histoire, hein, c'est la même histoire qui se poursuit, mais qui sont tellement distincts les uns des autres que ça en devient presque une forme d'anthologie, en fait. Mais c'est ça, en fait, c'est une anthologie de court-métrage déguisée en long-métrage. Ouais. C'est exactement ça. Et justement, ces disparités qu'on a dans les 3 parties, ça vient du fait que le film est réalisé par 3 personnes et que chaque personne s'est chargée d'une partie. On a la première partie qui est faite par Kitty Cat Tangsirit, donc j'ai regardé ce qu'il a fait après, j'ai pas trouvé grand chose. La deuxième partie qui est faite par Siti Siri Monkol Siri, ouais, pardon. C'est ça, tu l'as. C'est ça, je l'ai eu. Qui est lui le seul des 3 qui a vraiment un peu plus percé, puisqu'il a sorti un film qui s'appelle Sang Krasu, qui est sorti à l'international sous le nom Krasu Inhuman Kiss en 2019, qui me tente pas mal, puisque c'est un film de Krasu récent, ce qui se fait un petit peu rare. Je sais pas si tu vois ce que c'est la Krasu. Pas exactement, Charles. Je veux bien que tu m'expliques. En fait, c'est un fantôme du folklore thaïlandais, enfin un fantôme créature, qui est en fait une tête de femme avec pas de corps en dessous et juste ses organes internes. Ah oui, ok, d'accord. C'est-à-dire qu'on voit une tête de femme qui flotte en l'air et en dessous il y a un bout de colonne vertébrale avec ses tripes, ses poumons, etc. Donc c'est un peu effrayant comme ça quand tu le vois. Et moi j'avais découvert ça quand il y avait une super exposition il y a quelques années au musée du Quai Branly sur les enfers et les fantômes d'Asie. Et j'avais découvert ce fantôme-là qui est très important dans le folklore thaïlandais à l'occasion de cette exposition. Et c'est vrai qu'il y a énormément de films. C'est vraiment une grande figure du cinéma d'horreur thaïlandais. D'accord. Et donc lui s'est réapproprié ça en 2019 avec un film donc du coup récent avec une très jolie photo visiblement. J'ai vu la bande-annonce, ça donne très envie quoi. Ouais, la photo qui est pas le point fort de la première partie de Last Summer, hein. Clairement. Non, un peu plus de la deuxième, mais voilà, pas voilà. Et ben ça se sent hein, du coup parce que c'est lui qui a fait la deuxième partie. Oui, d'ailleurs la troisième. Je pense que c'est la meilleure. Hein. J'ai bien aimé la troisième, mais la deuxième partie, je pense que c'est vraiment la meilleure. Ah, la deuxième est de loin pour moi la meilleure. La troisième, donc, qui est faite par Saranyu Giralak, qui n'a pas fait grand chose après non plus. Justement, tout ça se ressent. La partie 1 est très classique. Ça fait très, encore une fois, cahier des charges, quoi. La deuxième est plus intéressante. Et du coup, c'est pour ça que ça m'étonne pas que le réalisateur ait été le seul qui ait vraiment fait des trucs après. Et la troisième, oui, est sympathique, mais un petit peu molle. Il y a quelques revirements quand même qui sont plutôt bien amenés, je trouve. C'est un film qui vous surprend constamment, Last Summer. C'est ça qui est cool. Par contre, en termes de réalisation, c'est un peu plus mou sur la partie 3. Voilà, ouais, la partie 1 est parfois pas mal. Alors, il y avait quelques... en effet, surtout sur la première partie, je trouve que la photo est un peu bof. Il y a un ou deux travelling quand même qui sont vraiment hasardeux. Il y a des jumpscares. Il y a de la nuit américaine nulle. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant, les premières notes que j'ai prises en regardant le film, sur la première partie, du coup, j'ai écrit qu'en termes de style, vraiment d'esthétique, c'est entre la vague indé-américaine de films des années 2000 et le vidéoclip. Et il y a vraiment des passages qui sont très 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 vidéoclip. Et je me suis dit, waouh, enfin, je note ça et je me suis dit, j'espère que ça va pas être comme ça tout le long quand même. Et pas du tout. Pas du tout. Même à la fin de la première partie, c'est déjà plus comme ça. C'est vrai. Alors en fait, le fait que ce soit en 3 parties distinctes, ça permet de jamais vraiment s'ennuyer parce qu'il se passe toujours un truc qui va te raccrocher. Et pour le coup, je trouve que même si c'est un film d'anthologie déguisé en long métrage, contrairement à beaucoup de films d'anthologie qui m'ont
un peu ennuyé, parce qu'en fait, c'est très inégal. Là, je trouve que même si la partie 2... vraiment est au-dessus des autres, les deux autres sont agréables à regarder, ce qui peut me déranger sur certains films d'anthologie de films d'horreur où vraiment il y a des segments où je m'ennuie ferme et du coup ça me sort du truc quoi. Et là pas du tout, même si c'est un peu moins intéressant le début et la fin, et on a quand même envie d'aller jusqu'au bout, de voir ce qui se passe, et ça tient aussi au fait que même s'il y a 3 parties distinctes, les thèmes qui sont abordés sont communs. C'est-à-dire que dans les... y en a, alors je suis pas complètement d'accord, il y a des thèmes qui émergent en partie 2 et qui continuent. Mais je trouve que les thèmes les plus intéressants, le premier, c'est-à-dire que la première partie, c'est un setup de film d'horreur très classique, vraiment dans le cadre de Souviens-toi l'été dernier. Et je trouve que le deuxième, il s'oriente, il engage du coup, il met en avant des nouveaux thèmes, et j'ai trouvé ça vraiment malin au final. C'est vrai que la première partie, elle va vraiment parler du sentiment de culpabilité. Ouais. Elle va parler aussi un petit peu de dépression, puisque c'est le cas du personnage qu'on suit dans la partie 1. Et c'est vrai qu'avec la partie 2, on va arriver vers des thèmes qui sont, je trouve, assez forts, comme le harcèlement, la pression sociale, les enfants, les parents qui en demandent trop à leurs enfants, les limites aussi qu'on a dans la dénonciation du mal, c'est-à-dire à quel point, où se situe la limite entre le call-out et le harcèlement, par exemple. Ouais. C'est des choses qui sont abordées dans le film. En fait, c'est un teen movie qui parle de vrais problèmes qui touchent les ados. Et c'est en ça que j'ai beaucoup aimé. Et il y a aussi, comme dans Shutter, j'y reviens, une grande importance qui est accordée à la morale et à la justice. Les gens qui meurent dans ce film, sans vous spoiler, vous allez découvrir pourquoi, mais ils ont tous des choses à se reprocher. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on devine souvent de quoi il s'agit avant que le film nous le révèle. Ouais. C'est pas un film parfait, hein, je tiens à le préciser quand même. Mais on peut vraiment parfois être sincèrement étonné par certains reveals qu'on a à l'intérieur. En tout cas, moi, ça a été mon cas. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un très bon film d'anthologie. Et comme c'est plutôt rare d'en trouver qui tiennent la route du début à la fin, je tiens vraiment à le souligner, quoi. Malheureusement, ce film-là n'est pas disponible. Il est très dur à trouver facilement. Ouais. Il est très dur à trouver. En fait, il est dispo. J'ai regardé sur Netflix Thaïlande. Donc avec un VPN, pourquoi pas, je sais pas. Je crois que Netflix est assez dur sur sa politique des VPN. Ouais, il est en DVD en Thaïlande, mais sinon je l'ai trouvé pas vraiment ailleurs. Donc il faudra guetter une sortie DVD chez nous ou une éventuelle mise à disposition sur des sites de SVOD. En attendant, il peut se trouver sur Internet. Troisième film de cette petite sélection totalement arbitraire de films avec Summer ou été dans le titre, Summer of Fear, réalisé par Wes Craven. Alors là encore, on a consacré plusieurs épisodes à ce maître de l'horreur qui est Wes Craven. Un épisode sur La colline à des yeux, un épisode sur Les griffes de la nuit, un épisode sur L'emprise des ténèbres aussi plus récemment. En fait, on a parlé de beaucoup de films de Wes Craven, mais c'est pas de ça du coup que je vais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de Summer of Fear, l'été de la peur, sorti en 78, réalisé par Wes Craven, écrit par Glenn Benest et Max Keller, sorti aux États-Unis en tant que téléfilm, et ça va être quelque chose d'assez important, c'est que, alors vous pouvez le trouver en DVD aujourd'hui sans trop de problèmes, je l'ai encore vu hier d'ailleurs dans des packs de DVD. Avec le magnifique DVD que je t'ai fait offert pour ton anniversaire. C'est toi qui me l'as offert d'ailleurs, oui c'est vrai, pour mon anniversaire. Au début je pensais, alors j'ai vu là maintenant, aujourd'hui j'ai vu quasiment tous les films de Wes Craven, mais celui-là, c'était les films en tout cas, j'avais pas tout vu. Et du coup, je me demandais un petit peu à quoi ça allait ressembler, parce qu'on est quand même dans un film qui se situe en 78 pour replacer entre La colline à des yeux et La ferme de la terreur. Donc vraiment le début de sa carrière. Et un moment, on va voir, assez particulier de sa carrière. C'est le film des premières fois, d'après ce que j'ai compris. C'est la première fois qu'il tourne en 35 mm, qui tourne sur un vrai set comme ça, avec une vraie prod derrière, etc. Je crois que c'est ça. Hein. C'est son premier tournage, on va dire, confortable. Exactement, ouais, c'est ça. C'est son premier tournage confortable. Summer of Fear, ça raconte quoi comme histoire ? Ça raconte l'histoire de Julia et Rachel. Julia est envoyée dans la famille de sa cousine, donc Rachel, après le décès de ses parents dans un tragique accident de voiture. Elle est accueillie avec bienveillance au début par Rachel et ses parents, mais rapidement, Rachel se rend compte, donc Rachel qui est jouée par Linda Blair, elle se rend compte que Julia
a, une aura un peu particulière, et que elle, sa qualité de vie se dégrade depuis l'arrivée de sa cousine. Il se passe quelques événements malencontreux. Elle essaie au début de faire bonne figure et se convaincre du coup que le deuil que traverse sa cousine Julia est à l'origine un petit peu de sa bizarrerie et du décalage qu'elle est en train de vivre, avant de comprendre qu'il y a peut-être autre chose et que peut-être que Julia n'est pas tout à fait Julia. On est sur un film, pour vous situer, qui est très proche des thèmes que travaille Wes Craven à cette époque-là, ou même pendant un peu toute sa carrière d'ailleurs. On se situe, en termes de contexte, dans une famille middle class, upper class. Plutôt upper class, je dirais même. Hein, ouais, mais ils sont en campagne, enfin ils sont en petite ville, ils sont en banlieue bourgeoise, on va dire. C'est la banlieue bourgeoise des États-Unis. Le père est courtier en bourse, la mère est photographe indépendante. Possède un cheval, quand même, un petit indicateur d'une situation sociale. Puis la maison est assez cossue, on va dire aussi. Ouais, la maison est très très belle, et la nièce, du coup, qui arrive, la cousine de Rachel, en fait, va être une sorte d'élément perturbateur qui dynamite une famille qui a l'air comme ça bien sous tout rapport. Et là, on est typiquement dans les thèmes que travaille Wes Craven à ce moment-là, c'est montrer à chaque fois comment le vernis social d'une famille blanche, bourgeoise, se voit finalement déconstruit il suffit qu'il y ait un grain de sable dans la machine pour insuffler le doute, pour voir que finalement ce modèle de la famille américaine typique blanche ne tient pas. Et on va le voir à travers différents personnages, puisque rapidement, à partir du moment où Julia arrive au début du film, les problèmes et les situations gênantes vont s'enchaîner, et vont notamment s'enchaîner auprès des hommes du film et des hommes de la famille. Donc le père de Rachel, qui est donc du coup l'oncle de Julia, mais aussi le frère de Rachel et le petit ami de Rachel. La maman est un peu plus en retrait, pour le coup, pendant tout le film, elle est moins sujette à tous ces problèmes-là. Et le vernis social, finalement, dans ce film, va craquer par les composantes masculines de la famille. Parce que Julia est très séduisante, et tous les hommes ont l'impression d'être dragués par Julia et d'être attirés, alors ce qui est particulièrement malsain, parce qu'en plus, du coup, le père, c'est censé être son oncle. Il y a tout un tas comme ça. Le frère, c'est son cousin. Et le frère, c'est son cousin. Enfin, ouais, il y a tout un tas de situations comme ça qui mettent plutôt mal à l'aise. Et, ouais, c'est tous les thèmes, en fait, de Wes Craven qu'on retrouve, que ce soit, même depuis La dernière maison sur la gauche, c'est comment la famille bourgeoise, le modèle de famille bourgeoise s'effrite dès qu'un petit élément perturbateur s'invite en elle, sauf que là, c'est fait de manière beaucoup plus gentille que dans beaucoup de ses autres films. C'est beaucoup plus gentil que La dernière maison sur la gauche, c'est beaucoup plus gentil que La colline à des yeux. Là, c'est pour ça que je disais que la composante téléfilm est vraiment très importante, c'est que c'est complètement un téléfilm qu'on peut diffuser à toute heure de la télévision, même de la télévision française, il n'y a pas de souci. C'est un divertissement familial, et en fait c'est Wes Craven qui aborde ces thèmes classiques, mais par le prisme du divertissement familial. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Mathias. Bon bah écoute, j'ai pas passé un mauvais moment devant le film, mais c'est vrai que bon, il a vieilli et on sent qu'on est sur une réalisation type téléfilm. Moi, je suis habitué au cinéma de Wes Craven qui va beaucoup plus loin, forcément. Là, effectivement, j'ai trouvé ça très gentil, un peu trop même. Je veux dire, on a quand même droit à une sorte de happy ending. Ah oui, je voulais revenir dessus. C'est le truc le plus étrange. C'est pas toujours le cas chez Craven. Mais non, mais comme on le disait justement, je crois que c'était dans l'épisode sur l'emprise des ténèbres, on expliquait que Wes Craven se fait souvent voler les fins de ses films. Là, je pense que c'est le cas. Là, je pense que on voit que il a mis sa patte. C'est pas lui officiellement qui l'a écrit, mais il est toujours en train de retravailler le script qu'on lui donne pour ses films. Il est toujours en train de retravailler les scripts. Et là, il est pas toujours crédité pour ça. Hein. Là, il est pas crédité au script, mais on sent sa patte. À certains moments, on sent vraiment sa patte. Sauf dans la fin, où j'ai l'impression, comme énormément de films de sa carrière, finalement, il va se voir voler sa fin. Enfin, une fin, en tout cas. Mais je trouve que là, dans ce cas-là, ça se justifie par le côté divertissement familial qui a besoin de passer à la télé.
en fait. Ouais, exactement. Puis c'est assez marrant au niveau du casting de voir Linda Blair dans autre chose que l'Exorciste, parce que c'est vrai qu'on l'a pas mentionné, mais c'est l'actrice principale du film, donc la gentille, hein, donc c'est celle qui va accueillir sa cousine Julia, et jouée par Linda Blair, donc Linda Blair qui à ce moment-là n'avait fait, je crois, que l'Exorciste et l'Exorciste 2. Et elle arrive avec cet autre rôle, qui est pour une fois pas un rôle de jeune fille possédée, etc. Mais justement, c'est elle la victime, en fait. Enfin, la victime ça, ouais. et enfin l'héroïne, parce c'est elle qui va réussir à rétablir la situation initiale en se débarrassant de l'élément perturbateur qu'est Julia. Donc, c'était assez marrant de la voir dans ce rôle-là. Moi, je m'y attendais pas. Et puis, il y a 2-3 petites personnes qu'on a déjà vues par-ci par-là, et c'est assez marrant de voir qu'une des meilleures amies de Linda Blair dans le film est jouée par Fran Drescher, qui est donc encore toute jeune. On est avant une Nounou d'enfer. Donc, c'est assez marrant de la voir là-dedans. Donc, c'est marrant parce qu'on la reconnaît tout de suite. Je trouve qu'elle a une classe naturelle, cette actrice. Elle a l'air à l'aise, en fait. Constamment. Elle a l'air constamment à l'aise. Je la trouve vraiment incroyable. Linda Blair aussi, hein, elle est très bien. Ouais, Linda Blair est très bien dans le film. Et puis même, enfin, tous les personnages qui jouent des rôles dans la famille, bon, il y en a qui font un peu bonnet, c'est le style de l'époque aussi, je pense, mais globalement, j'ai trouvé que c'était un bon téléfilm. Alors après, est-ce que je dirais que c'est un bon film tout court qu'aurait dû passer au cinéma, tout ça, je suis plus réservé là-dessus. Non, clairement. Par contre, non. voilà, c'est un bon, effectivement, en sa qualité de divertissement familial, pour cette époque-là, parce qu'on va pas se mentir, ça a quand même vachement vieilli. Genre, si tu passes ça à la télé aujourd'hui, la notion de divertissement est un peu moindre par rapport à d'autres téléfilms. Je pense que, tu vois, même je prendrais plus de plaisir à regarder un téléfilm récent de TF1 que l'Épée de la peur. Ah ouais, oui, non, quand même pas. Mais parce qu'il y a des trucs qu'on vieillit, il y a des effets qui sont un petit peu mauvais. Enfin voilà, il y a des choses qui font que j'ai pas spécialement eu un grand attachement devant ce film. Ouais, mais les téléfilms de TF1, ils ont pas de sous-texte. là, ça reste quand même. Ça dépend lesquels. Là, ça reste quand même un téléfilm qui a, je trouve, quand même la qualité de rendre très accessible les propos de Wes Craven à un public beaucoup plus jeune. Ouais, c'est vrai que c'est un objet assez curieux dans ce sens-là, ouais. Qu'on sent qu'il essaye de mettre le verre dans le fruit en mettant sur un gros network ce film-là qui aborde des thèmes qui sont pas forcément toujours abordés. Je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est ça. Et je trouve que le film a une force globale. C'est ces personnages, en général, ces personnages féminins, surtout les jeunes. J'aime bien le trio, en fait, entre Rachel, son amie et Julia. J'aime bien le trio que ça forme. Et je trouve que c'est une vraie force du film, ces arcs narratifs, ces arcs de personnages qui évoluent. C'est-à-dire que au début, Rachel est très bienveillante, très compréhensive, et elle va de plus en plus en vouloir à Julia. Julia va se révéler évidemment ne pas être totalement la personne qu'elle était censée être. Et je trouve que c'est un film qui réussit, qui s'attache pas mal à ces personnages, à ces jeunes personnages, et qui les fait évoluer de manière assez fine et assez douce. Et je trouve ça plutôt chouette, en fait. Je viens de me souvenir de quelque chose pour revenir sur le happy end. C'est que je pense que Craven s'est sûrement fait choper sa fin, mais le truc c'est que il me semble que dans le roman original ça finit bien aussi. D'accord. Pour ça, donc oui, ce qu'on le disait tout à l'heure, l'autre film de notre sélection qui est basé sur un livre de Lois Duncan, c'est celui-là. C'est Summer of Fear. Donc voilà, il me semble que je m'étais renseigné sur le livre à un moment et que oui, dans le livre ça finit aussi bien. Ça finit bien. Ok. Bah, bien mais doux amer, puisque en fait la fin n'est pas si heureuse que ça. Elle est heureuse pour Linda Blair. Elle est pas heureuse pour tout le monde. Elle est pas heureuse pour tout le monde. Non, c'est vrai. Et justement, on retrouve ça dans le final du livre aussi. Donc je pense qu'ils ont voulu coller tout simplement au livre quand ils ont adapté le film. Peut-être que Craven n'a pas proposé une fin suffisamment convaincante pour les producteurs et qu'ils se sont dit non, mais on va garder celle du livre. C'est tout à fait possible. Eh ben écoute, je crois qu'on en a fini. On passe au suivant ? Allez, on passe au suivant. On passe à présent à Summer of 84, un film beaucoup plus récent, sorti en 2018, réalisé par François Simard, Anouk Wissel et Johan Carl Wissel. C'est un film indépendant qui a été présenté au festival de Sundance en 2018 et qui a été plutôt bien reçu par la critique ciné. Donc moi en voyant ça, j'ai eu envie de me pencher dessus évidemment. Je dis un film qui est sorti à Sundance, en plus il y a Summer dans le titre, c'est parfait pour cette émission. Alors, comme son nom l'indique, le film se passe à l'été 1984. On y suit Davy Armstrong, un ado de 15 ans, qui soupçonne son voisin policier d'être un tueur en série. Il y a une situation dans le quartier où il y a des jeunes qui disparaissent,
et Davy Armstrong, avec cette petite bande de copains des années 80 sur leur vélo des années 80 avec de la musique des années 80, vont aller enquêter sur ce fameux voisin qui, il faut le préciser, est flic. Voilà, c'est ce que je disais, le voisin policier. Et en fait, ces trois amis sont trois amis clichés de film, effectivement. On a le gros gentil, on a le rebelle qui a des problèmes dans sa famille, et on a l'intello relou, et on a le héros du film. Bah, c'est très 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 cliché, jusque dans les mauvais clichés, effectivement. Ouais. J'avais prévenu, c'est un film extrêmement cliché. Le film sort 1 an et demi après Stranger Things. Est-ce un hasard ? Je ne pense pas. En fait, tout dans ce film évoque l'atmosphère de Stranger Things, qui évoque elle-même tout un univers de films de La Amblin, des films sortis dans les années 80 avec les enfants, leurs vélos, etc. Je vous renvoie d'ailleurs, on fait un épisode sur Scary Stories qui évoquait cette période-là du cinéma fantastique tourné vers les jeunes. Sauf que là, dans Summer of 84, on est justement comme chez Stranger Things, dans de la référence permanente à tout. Il y a un maximum de références pop culture dans les dialogues, c'est même un peu forcé. Ah, complètement. Beaucoup forcé. Il y a ça, il y a les extraterrestres, il y a tout. En fait, visuellement, il y en a vraiment dans tous les sens, ça surjoue à fond la nostalgie. Justement, cette esthétique un peu néon, Stranger Things, moi, ça me plaît quand même pas mal, mais c'était un peu convenu. Par moments, ça m'a un peu parlé. Parce qu'en fait, le héros est, comme tu le disais, voilà, il y a des histoires d'ovnis, tout ça, il est passionné par les mystères, en fait. Les murs de sa chambre, il y a plein de couvertures de magazines. J'ai pris des notes. Il a le mur le plus angoissant du monde. Il a un mur avec des enfants, sa tête de lit. Le mur où il y a sa tête de lit, c'est recouvert de photos d'enfants disparus, de coupures de journal. Et autour, t'as des exemplaires alors dans le film, ils appellent ça le Worldwide Journal. En gros, ça fait référence à plein de magazines racoleurs sur le paranormal. Je crois que dans le bureau des mystères, t'en avais eu un, genre le 14 Times. Oui, parlé tout à fait. Ouais. On est clairement dans ce délire, quoi, avec des couvertures qui disent un ovni à Denver, machin, tu vois. Genre, le Bigfoot a été retrouvé. Ça, c'est vraiment que des couvertures de magazines ultra racoleurs comme ça sur le paranormal, et tout ça cumulé, ça donne une vision fantasmée des années 80 et des petits mystères qu'il pouvait y avoir dans les années 80 qui n'ont peut-être pas forcément existé, mais en tout cas c'est cette vision fantasmée là. On voit même d'ailleurs un moment quand ils sont dans la salle au bowling, il y a une borne d'arcade Polybus dans un coin. Et donc Polybus, donc si vous savez pas ce que c'est, je savais pas avant d'écouter l'épisode de nos confrères de Distorsion consacré à Polybus, mais Polybus en gros c'est une légende urbaine qui est née dans les années 2000, selon laquelle il y aurait eu une borne d'arcade dans les années 80 qui aurait été une sorte d'expérience du gouvernement américain, sauf que ces bornes d'arcade n'ont pas existé en fait, et c'est entièrement une légende urbaine. Et du coup dans le film, on retrouve une borne d'arcade Polybus comme si ça avait vraiment existé, qu'il y avait vraiment un complot autour. C'est jamais dit, mais le simple fait d'avoir une borne d'arcade Polybus, ça fait appel à cet imaginaire-là, justement d'années 80 fantasmées. Ouais. Donc tout ça, ça crée une atmosphère qui, moi, m'a embarqué par moments, mais j'ai trouvé ça un peu vain quand même. Ah mais je suis complètement d'accord, j'ai trouvé ça en effet complètement vain. Alors ça pourra plaire aussi à certaines personnes, faut pas l'oublier, il y a des gens aussi qui sont contents peut-être d'avoir le côté référence à droite à gauche qui vont se retrouver dans quelques trucs. Après en termes d'écriture, pour le coup, c'est d'une platitude assez désolante, et ça ne tient que parce que ça fait faussement référence aux années 80. C'est un condensé d'images assez attendues, de tropes assez peu originaux, jusqu'aux problèmes qu'on pouvait avoir dans les films des années 80, à savoir par exemple la représentation d'un personnage féminin qui est avant tout un love interest et qui est intégré à la bande parce qu'ils ont un peu tous envie de se la faire, et elle aura pas beaucoup plus d'importance que ça malheureusement, alors qu'en plus l'actrice a l'air assez cool et a l'air de bien jouer son rôle. En termes donc j'ai trouvé ça vraiment plat en fait. J'ai trouvé ça très 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 plat. J'ai jamais été étonné, à part peut-être même un petit peu sur la séquence de fin qui est complètement hors ton, qui vire beaucoup plus vers le survival. Alors ça, j'étais vraiment très étonné par la séquence de fin qui pour le coup fait beaucoup plus référence aux films d'horreur des années 2000 que au film de La Amblin des années 80. J'ai trouvé ça en termes d'écriture, pour te dire, j'ai noté dans mes fiches, en termes de platitude, ça m'a beaucoup fait penser à Slenderman 2018. Tu vois, on l'avait vu ensemble. C'est un film qui, visuellement, on pourrait estimer qu'il s'en sort sur ses caractéristiques, on va dire formelles.
Summer of 84 s'en sort un peu mieux que Slenderman sur le côté visuel. C'est pour ça, vous ne le voyez pas, mais j'étais en train de faire les gros yeux à Charles quand il a dit que c'était relativement correct visuellement Slenderman. Non, c'est un peu moins bien que ça. Mais je trouve qu'en termes de platitude d'écriture et de ce que j'ai ressenti et de ce qui était attendu et de la structure classique du film d'horreur qui est rabattu comme ça dans ce type de production, j'ai trouvé que c'était très comparable à Slenderman, à la différence que peut-être que Slenderman m'avait fait quand même un petit peu plus peur. Là, le film est rarement effrayant, quoi. Alors c'est marrant, Slenderman, je crois qu'à aucun moment, à aucune seconde, je n'ai eu peur dans ce film. J'ai trouvé ça très très ennuyeux. Ah non, mais c'est ultra ennuyeux. Très mauvais et très mal réalisé. C'est vraiment un des pires films que j'ai vu, Slenderman, je pense, sincèrement. En termes d'écriture, je trouve comparable à Summer of 84. Ouais, mais à la rigueur, Summer of 84 est linéaire, donc c'est-à-dire que tu peux suivre l'histoire. Sans que ce soit trop compliqué. Ah oui, voilà. C'est sûr, ce sera pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Le film, vous l'avez déjà vu 30 fois. C'est simple. Voilà, vous savez déjà ce qui va se passer. Vous l'avez vu 30 fois. C'est pour ça que c'est correct en termes de divertissement. Vous l'avez déjà vu. Si vous avez vu Stranger Things, c'est pareil. Mais, je te laisserai pas dire que Slenderman, ça se suit de la même façon. Parce que Slenderman. Si. Pour moi, c'est vraiment Slenderman, en plus, c'est décousu et on comprend rien. Écoute, j'ai pas trop de soucis de compréhension face à Slenderman. Je l'avais trouvé d'une banalité assez affligeante. Et ils sont sortis tous les deux la même année, et j'ai vraiment eu un espèce de ressenti similaire, à la différence. Et c'est pas non plus un nanar, hein. C'est aussi ça qu'il faut noter. Summer of 84 ou même Slenderman. Non, c'est très premier degré. C'est très premier degré. Enfin, c'est très premier degré. Les nanars peuvent être premier degré, mais on n'a pas le plaisir qu'on a en regardant un nanar. Et ouais, non, je trouvais ça vraiment assez affligeant de banalité, d'autant plus que c'est un des trucs qui a fait que j'ai regardé ça comme j'aurais pu regarder ma télé éteinte. Il y a on nous présente une situation initiale, il y a un doute sur le personnage du flic, vous n'aurez pas la moindre once de suspense. À partir de la 10e minute du film, vous savez que c'est le flic le coupable, vous savez tout, et jamais, mais jamais le film ne fait ne serait-ce que l'effort de vous dire « Ah, il y a peut-être une autre piste ». Le film, de son début à la fin, il est sur des rails, et il n'en dérogera jamais. Et c'est assez inutile, quoi. C'est exactement l'inverse de Last Summer dont on parlait au début. Ouais. C'est-à-dire que c'est plus léché visuellement. C'est pas plus léché, il y a juste plus d'argent. Oui, plus d'argent. Non, et puis après on peut pas nier que le trio à la réalisation fait plutôt bien son taf, je trouve. Le film est joli. Le film est joli à regarder, c'est sympa. Et il est peut-être même plus proche en termes de réalisation. Il est peut-être plus proche de certains films des années 80 que les Stranger Things, par exemple. Oui, complètement. Stranger Things, c'est vraiment purement nostalgie. Là, on essaye de s'en rapprocher, juste que comme tu le disais, dans ses travers, avec ce personnage féminin qui ne passe jamais le test de Bertel à aucun moment. Et puis avec tous ces personnages ultra clichés, même l'acteur principal, enfin le rôle principal, est ultra cliché et n'a aucun charisme. Je trouve ça dommage, et je me dis, si vous voulez regarder un film dans le même style que celui-là, enfin, qui a un petit peu le même thème central, mais avec un acteur qui a du charisme, regardez plutôt Paranoïaque. Paranoïaque, qui est sorti en 2007, qui est une espèce de version rajeunie de Fenêtre sur cour d'Hitchcock, en tout cas c'est comme ça qu'il l'avait vendu à l'époque, où en gros on suit Shia LaBeouf en ado assigné à résidence parce qu'il a tapé un prof, et il va réaliser que son voisin est un tueur en série. Et donc c'est un petit peu le même délire, si vous voulez, c'est lui qui va mener sa petite enquête sans trop pouvoir sortir de chez lui parce qu'il a son bracelet électronique en plus, mais pour essayer d'avoir la preuve que son voisin est bien un tueur en série. Donc là c'est exactement la même chose dans Summer of 84. Sauf que Shia LaBeouf il a du charisme et pas l'acteur principal de Summer of 84. Et je trouve que ça fait une grosse différence. Ouais, je suis d'accord. T'es censé t'attacher à ce personnage principal, c'est lui qui fait la voix off au début du film, tu le vois tout le temps en train de faire du vélo comme dans un film des années 80, et enfin, vraiment, le film te crie « attache-toi à ce personnage », et à aucun moment tu t'y attaches, ce qui est quand même dommage. Ouais, non, c'est un petit peu compliqué. Et pour le coup, je me souviens plus de Paranoïaque. Je crois que je l'avais vu au moment où il était sorti, mais j'en ai très 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 peu de souvenirs. Donc peut-être que je me rabattrai sur celui-là. J'ai envie de te dire, moi c'est la même chose. Ah d'accord. Je l'ai vu genre en 2009, tu vois, genre quelques années après sa sortie. Faudrait qu'on le revoie.
Et autant c'est naze, hein, mais j'en ai un, mais j'en ai un bon souvenir. Un souvenir agréable, d'accord. J'en ai un souvenir agréable, ce qui n'est pas le cas pour Summer of 84. En fait, je pense que très rapidement, je n'aurais juste pas de souvenir de ce film. On est d'accord là-dessus. On passe au suivant ? Allez. Pour les 2 derniers films qu'on va aborder dans cette émission, on avait envie de changer un petit peu ce qu'on fait d'habitude. Il y aura toujours été, je vous rassure, il y aura toujours le mot été dans le titre du film, mais on va se décaler un petit peu du film d'horreur classique. Et c'est toi, Mathias, qui va ouvrir le bal de ces 2 derniers films avec Soudain l'été dernier, un film de 1959, qui n'est pas un film d'horreur, effectivement, qui est plutôt un drame psychologique ou un thriller psychiatrique, en quelque sorte. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, je ne m'attendais pas à aimer ce film, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Ce n'est pas un film d'horreur, mais c'est un film qui a une vraie noirceur, donc il y a des moments où on peut être un petit peu mal à l'aise par moments, je trouve, devant le film, dans certains dialogues, dans certaines révélations qu'on va avoir dans le film. C'est un film qui est réalisé par Joseph Mankiewicz, donc qui est adapté d'une pièce de théâtre qui s'appelle Soudain l'été dernier, qui a été écrite par Tennessee Williams. Et côté casting, on retrouve 3 grosses stars hollywoodiennes de l'époque, Katharine Hepburn, Elizabeth Taylor et Montgomery Clift. Le pitch, je vous le fais rapidement, nous avons le docteur Krukowitz, qui est joué donc par Montgomery Clift, qui est un jeune et talentueux neurochirurgien qui travaille dans un hôpital psychiatrique public en Louisiane. Et forcément, qui dit hôpital public aux États-Unis dit gros souci d'argent, et le docteur Krukowitz est brillant, mais on ne lui donne pas les moyens de ses ambitions, notamment pour effectuer une opération qui est novatrice pour l'époque, le film se situe dans les années 30, qui est la lobotomie. C'est à ce moment-là qu'intervient la très riche veuve Violette Venable. Cette dame, donc, qui est jouée par Katharine Hepburn, a perdu son fils Sébastien l'été précédent, et les circonstances de sa mort, alors qu'il était en vacances en Europe avec sa cousine Catherine, sont très floues. On sait juste que Catherine, qui est jouée par Elizabeth Taylor, a assisté à la scène et qu'elle a perdu la raison. À son retour aux États-Unis, donc, Catherine est internée dans un asile tenu par des bonnes sœurs, et Violette va suggérer très fortement au docteur Krukowitz de procéder à une lobotomie sur Catherine, soi-disant pour l'apaiser. Et elle lui laisse entendre qu'en échange, elle financera son hôpital et ses travaux. Évidemment, la vérité est un peu plus compliquée que ça. Quand le docteur Krukowitz va rencontrer Catherine, il va très vite se rendre compte qu'elle a pas l'air si folle que ça, et il va essayer de débloquer le traumatisme de Catherine pour enfin faire émerger la vérité et comprendre ce qui s'est réellement passé l'été précédent pendant ses fameuses vacances en Espagne. Ben écoute, je trouve que tu as bien mieux résumé le film. Je préfère vraiment ton résumé au film. Je sais que c'est un film que tu as bien aimé, tu me l'as conseillé, et du coup, comme à chaque fois que tu me conseilles un film, je le regarde. Pour ma part, je suis resté vraiment, 100% à l'extérieur. J'ai été complètement hermétique. Et alors, je sais, on en a parlé un petit peu avant l'enregistrement pour tout vous dire, parce qu'on a vraiment des points de vue qui divergent énormément sur ce film. Je l'ai trouvé incroyablement bavard, et forcément, ça s'explique assez facilement par le fait que c'est adapté d'une pièce de théâtre. Ce que je trouve malheureusement, c'est que le film ne fait rien, quasiment rien, pour être un film. En fait, c'est une pièce de théâtre filmée avec de très 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 longues séquences de dialogue comme ça dans 2-3 environnements différents. Je trouve la première scène vraiment chouette. La première scène du film, comme tu le disais, qui du coup voit le chirurgien opérer cette fameuse lobotomie sur une personne dans un espace qui était avant une bibliothèque et puis qui était un peu aménagé en salle d'opération à la va-vite. Il y a une tension dans cette scène, il y a une tension dans la mise en scène, il y a un effort de mise en scène dans la scène d'intro qui, à mon sens, on ne retrouve jamais, on ne la retrouve nulle part dans le film, et c'est le principal reproche que je fais au film, en fait. C'est que il aborde en effet des thèmes qui sont vachement intéressants. Il a un récit en fait qui est assez intéressant. Mais je trouve que après cette scène-là, la mise en scène tombe, dans on va dire dans le truc très plat de filmer finalement du théâtre, alors que c'est pas censé être ça. Je suis d'accord avec toi sur le côté théâtre filmé. C'est vrai que le réalisateur Mankiewicz ne va
pas faire d'efforts du tout pour essayer de trouver de nouvelles idées de mise en scène, pour essayer d'illustrer les propos d'une autre façon, alors qu'il y avait la possibilité, puisqu'on a dans les dialogues des scènes plutôt allégoriques qu'on évoque, notamment l'histoire des œufs de tortues et les tortues les tortues de mer qui marchent le long de la plage pour essayer de rejoindre la mer et qui sont attaqués par des oiseaux qui les attendaient et qui les dévorent tous. Il y avait moyen de mettre en image ce genre de choses, voilà. Là, ce n'est pas du tout fait. On a effectivement quelques décors, et l'accent est vraiment mis sur les dialogues entre les acteurs, qui sont tous de très bons acteurs. Alors, justement, laisse-moi préciser. On va y venir. Nous avons Katharine Hepburn, qui, comme à son habitude, formidable, donc celle qui joue Violet Venables, la veuve, donc elle est une classe incroyable. Elle est glaçante. Elle est glaçante dans ce film. Elle est vraiment formidable. Vraiment, les scènes où on peut être un petit peu mal à l'aise, souvent c'est dû au jeu de Katharine Hepburn, qui est vraiment très forte là-dedans. Et ensuite, on a Elizabeth Taylor qui joue la jeune femme, qui est sublime, immédiatement très attachante. Beaucoup plus fragile. Elle fait de l'humour. Fragile aussi. Elle fait de l'humour, du sarcasme dans quelques scènes qui sont vraiment formidables. Et tu tombes forcément amoureux comme le personnage principal du film. Et c'est vrai que le problème de ce film, qui peut être un problème, mais qui pour moi n'en est pas un, je sais que pour toi c'en est un, c'est le jeu de Montgomery Clift, ou plutôt l'absence de jeu en fait. Il est absent. En fait, Montgomery Clift, je trouve qu'il fait le job parce qu'il s'efface derrière ces personnages de deux femmes fortes, mais bon, c'était à moitié volontaire, voire pas volontaire, puisqu'en fait, à ce moment-là, Montgomery Clift se remettait d'un grave accident de voiture qui l'avait défiguré. Donc il avait subi plusieurs opérations, etc. Et il ne pouvait pas bouger comme il voulait. Enfin, c'était très compliqué. Son jeu d'acteur s'en est ressenti sur tout le reste de sa carrière, d'ailleurs, après ça. Il était sur ce film-là parce que Elizabeth Taylor avait insisté, puisque donc c'était son meilleur ami, Montgomery Clift, Alice Taylor. D'ailleurs, ils avaient limite une relation amoureuse platonique tous les deux. Donc c'est vraiment... s'il y a un homme auquel elle a été fidèle pendant toute sa vie, c'est vraiment Montgomery Clift. Donc elle l'a fait venir sur ce film-là, ce qui aurait pu être dommage puisqu'effectivement il a pas vraiment de jeu d'acteur dans ce film parce qu'il ne peut pas. En revanche, et c'est ce que j'ai bien aimé, c'est que cet accident-là fait que le personnage de Montgomery Clift est une coquille vide, dans laquelle, moi, en tant que spectateur, j'ai pu me projeter et découvrir au fur et à mesure de l'histoire. Alors, il n'y a pas de rebondissement spectaculaire tout le temps, hein, c'est vraiment un film qui n'avance que par le dialogue, mais dans ces dialogues, il y a des révélations qui sont distillées au fur et à mesure du film, et justement, on les découvre en même temps que Montgomery Clift. Donc, en se mettant dans la peau de ce personnage de neurochirurgien, qui est suffisamment vide finalement pour que n'importe qui puisse se projeter à l'intérieur, on est vachement identifié dans le film, et ce côté très bavard qu'on peut reprocher, et je conçois totalement qu'on le reproche, moi m'a beaucoup plu parce que j'ai eu l'impression de, comme lui, d'aller dans les discussions avec les gens, et d'en apprendre en discutant avec les personnages du film. Donc voilà, je veux pas révéler grand chose sur la suite de l'intrigue parce que vraiment c'est ce qui tient en haleine tout le long du film. C'est-à-dire que si vous savez ce qui se passe à la fin et que vous connaissez les révélations, ça sert pas à grand chose de regarder le film. Vu que la mise en scène est vraiment, vraiment très. C'est un film qu'on regarde pour son histoire. Ouais, voilà, c'est ça. Faut vraiment le voir pour son histoire. Après et pour ses actrices, parce que pour le coup les deux actrices, je trouve qu'elles font un super boulot dans ce film. Mais bon, on savait que c'est deux grandes actrices. Du coup, le film se transforme davantage en duel, parfois en duel à distance, en duel médié par Montgomery Clift, alors que je pense que ça a davantage à la base été écrit comme plutôt un style de trio, et que je pense que la pièce originale, oui. Ouais, voilà, c'est ça, et l'absence complète de jeu de la part de Montgomery Clift fait que ça se transforme davantage en duel, en duo, puis en duel, et à la limite, ça c'est un truc, le fait que ces deux actrices-là soient très fortes et que les rôles soient finalement répartis pour s'appuyer sur ces deux actrices-là, tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux, parce que ça, peut-être que s'il y avait eu un acteur au sommet de sa carrière entre les deux, je sais pas, peut-être que ça aurait moins bien marché, peut-être que ça aurait mieux marché, mais c'est vrai que là, l'avantage de l'effacement de Montgomery Clift, c'est que du coup ça laisse place à un duel qui en plus c'est un duel entre deux actrices, c'est une sorte de duel générationnel aussi. Ouais, j'avais lu que Katharine Hepburn avait très mal vécu le fait qu'on la recrute pour jouer le rôle de la mère, notamment, et que Liz Taylor, qui est plutôt une jeune, pas vraiment une jeune première, parce qu'elle a quand même fait pas mal de films avant, mais qu'on la mette en personnage qui a l'âge d'être la fille de Katharine Hepburn, c'était pas très bien passé, et je pense qu'elle a utilisé toute cette amertume qu'il y a eu dans son personnage, et ça se ressent, parce que le personnage de Violet Venables,
c'est ça. C'est une femme qui sait que sa beauté est en train de se faner, que l'âge arrive, et que elle n'est plus aussi séduisante qu'avant, et elle le vit très mal. De son point de vue, en fait. De son point de vue, parce que sinon, bon, c'est pas, on s'en fout, mais c'est vraiment de son point de vue, elle le vit très mal, le film. Et c'est montré. Et je pense que du coup, Katharine Hepburn a pu piocher dans son expérience personnelle d'être choisie pour jouer la mère, pour ça. Donc voilà, on a deux très bonnes actrices, et vraiment, moi, une histoire qui m'a surpris. Ouais. J'ai vraiment été sincèrement surpris, à la fois par les révélations qu'on a dans le film, au fur et à mesure, et par le reveal final dont je ne parlerai pas ici. Mais c'est sans doute bête d'ailleurs d'avoir eu cet a priori, mais je m'attendais pas à une telle puissance dans la thématique et dans les thèmes abordés tout au long du film, et de constater que cette puissance-là n'avait pas du tout baissé depuis 1959. Moi, la scène finale m'a mis vraiment un vrai coup dans la tronche, parce que je ne m'y attendais pas. Et bon, après, l'élégance du film global m'a vraiment enveloppé. Je trouve que c'est un film très élégant, même si c'est du théâtre filmé, mais je trouve qu'il y a une élégance dans ce film. Mais en dehors de ça, c'est vraiment la dureté du propos qui m'a frappé. J'avais vaguement été entendu quelque part que Tennessee Williams s'intéressait à des sujets très forts dans ses pièces. Moi, je ne connais pas Tennessee Williams à la base, hein. Donc je savais qu'il s'intéressait à des sujets forts, mais je pensais pas que ce serait aussi actuel, que ça résonnerait autant avec aujourd'hui pour un film de 59. C'est un film, sans trop spoiler, qui va parler de rapports de pouvoir et de domination, de l'argent contre la morale, de manipulation, de séduction, de misère sociale aussi. Donc c'est un film qui aborde voilà toutes ces thématiques-là, qui sont sensibles et qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Il y a notamment une thématique centrale que je ne peux pas vous révéler parce que ça vous révèle le reveal final, etc. Mais c'est terriblement d'actualité. Le reveal final, ça pourrait se passer de nos jours en fait. Ouais, mais c'est pas... Enfin, c'est pas parce que le film a été fait dans les années 50 et été distribué dans les années 50 qu'il y a forcément un immense décalage avec aujourd'hui. C'est vrai que le film résonne encore un petit peu, mais par exemple, je regardais, je me disais, mais quand même, est-ce que c'était si inhérent que ça aux années 50, ce genre d'adaptation de théâtre aussi littéral et aussi littéraire, parce que c'est le problème, c'est que les dialogues, les textes sont souvent presque trop littéraire pour être crédible en tant que dialogue. Et puis je regarde quelques films des années 50 dont je me souviens, et puis je me souviens que il y a eu 12 hommes en colère, qui pareil a des thématiques peut-être encore plus ultra actuelles, et qui dans un huis clos avec uniquement des dialogues aussi, arrive à maintenir une tension et arrive à garder toute son actualité. Puis il y a les Sentiers de la Gloire, il y a tous les Hitchcock, Fenêtre sur cour, Sueur froide, La mort aux trousses, et je me dis que à côté de cela, bon, je cite volontairement parmi les plus grands films des années 50, et donc forcément la comparaison est un petit peu trompeuse, mais vis-à-vis de ces films-là, je trouve que Soudain l'été dernier a du mal à s'en sortir en tant que film, pas forcément en tant que récit, parce que c'est vrai qu'en effet c'est un récit qui est intéressant, et c'est vrai que c'est un récit qui a encore beaucoup d'actualité et qui pourra peut-être surprendre aussi certaines personnes, mais j'avoue qu'en tant que film il m'a pas, j'ai eu l'impression d'un truc qui se déroulait de manière très très linéaire, et c'est vrai que j'ai pas été emporté. Là j'ai suivi le film, mais il m'a pas emporté. C'est vrai que je peux concevoir que quand t'es pas emporté par le film tout de suite, forcément tu ne peux que rester en dehors, puisque ce ne sont que des dialogues en fait. C'est vrai que ça on pourrait lire le texte de la pièce et ce serait tout aussi bien. Oui, en c'est fait. Ce que je te disais, c'est-à-dire que j'aurais pu ne pas regarder la télé, j'aurais pu ne pas regarder l'écran et suivre et comprendre le film de la même manière, je pense. Peut-être. Après, sauf pour la scène finale. C'est se priver du jeu de très beau jeu d'actrice de Katharine Hepburn et de Liz Taylor. Mais bon, je peux concevoir qu'on puisse peut-être s'ennuyer devant ce film. Et c'est bizarre parce que souvent de nous deux, c'est moi qui me plains de m'ennuyer devant les films. Et je sais pas, sûrement j'ai dû plonger dans ce film, et ce qui fait que je me suis pas ennuyé un seul moment. Effectivement, ça ne fait que se dérouler. Il y a pas de haut, de bas particulier. C'est un film qui se déroule. Ouais. Voilà. On apprend des trucs au fur et à mesure, on chope des indices de temps en temps, et à la fin le puzzle s'assemble et on comprend le tableau général et qu'est-ce qui s'est passé, etc. Moi j'ai eu la vraie surprise jusqu'à la fin, donc tant mieux pour moi, je pense que c'est ce qui fait aussi que j'ai beaucoup aimé et que j'ai été surpris par le film. Donc vous l'aurez compris, on n'a pas le même avis vision du tout de ce film. Ça arrive, ça nous arrive souvent.
pas si souvent que ça, on est souvent d'accord sur les films, mais ouais, sur celui-là, effectivement, moi je m'attendais au contraire à ce que t'aimes bien. Mais donc c'est voilà, si vous êtes réticent de base à l'idée de vous faire un film des années 50 en noir et blanc avec des acteurs qui sont tous morts aujourd'hui, bon, moi je l'étais à la base, et j'ai vraiment, bah oui, mais tu vois, c'est ce que je dis, c'est peut-être un peu bête, mais je me disais, je sais pas, que ça me parlera peut-être moins ou quoi. J'ai regardé très peu de films en fait qui se sont passés avant les années 70 dans ma vie, donc c'est pas un cinéma que je connais, duquel où je peux me raccrocher à des trucs. Enfin, je connais vraiment très peu de choses de ça. Ma culture cinéma avant les années 70 est vraiment très très limitée. Donc j'y suis allé en me disant bon bah il y a Summer dans le titre, il y a des acteurs qui ont l'air d'être connus et d'être talentueux. Sur un texte de Tennessee Williams où il paraît qu'il a fait des très bonnes pièces de théâtre que je ne connais pas. Je me dis bon bah je vais tenter. Tu vois, j'y suis vraiment allé sans rien savoir, en me disant je vais essayer, voir ce que ça donne. Et j'ai été très agréablement surpris et j'ai passé un très bon moment dessus. Et vraiment très sincèrement, dans tous les films dont on a parlé ce soir, c'est celui que j'ai préféré. Donc alors que sur le papier, quand je regardais je me disais ah oui ça va vraiment être un film, on va voir ce que ça donne, mais je suis pas sûr que ça va vraiment me plaire à fond. Et pour le coup, non, vraiment, c'est un film qui me reste en plus, où ça m'a un peu bousculé vers la fin, je m'a fait un peu réfléchir, j'ai été déstabilisé à quelques moments, ce qui n'a pas été le cas sur tous les films dont on a parlé dans cette sélection. Ah oui, non, c'est sûr, oui. Et du coup, voilà, c'est un film que j'ai envie de conseiller comme j'ai pu te le conseiller à toi. Alors peut-être que ça ne vous plaira pas, comme Charles n'a pas aimé, mais en tout cas, je pense que c'est un film qui mérite d'être vu au moins pour se faire un avis dessus. Et peut-être que, comme moi, si vous étiez réticent à la base, vous allez passer un très bon moment et adorer ce film, ou peut-être que vous aimerez pas, et tant pis, c'est pas grave, on peut pas aimer tous les films, quoi. Eh ben écoute, tant mieux que t'aies apprécié ce film. Ça fait plaisir, en tout cas. Et je te propose qu'on passe au dernier. Allez, on passe au dernier. Pour le dernier film de cette sélection, donc Mathias, tu nous as parlé de Soudain l'été dernier, donc qui diverge un petit peu de nos préoccupations habituelles, et c'est cool finalement dans ce podcast aussi de parler autre chose que des films d'horreur. Je vais continuer dans cette vibe-là pour le dernier film, puisque je vais vous parler de L'été du démon, qui s'appelle simplement Demon en version originale, mais bon, il y a le mot été dans la version française. Et Dieu merci qu'il y ait le mot été dans la version française, parce que ça m'a permis de voir ce film que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vu. Film sorti en 78, réalisé par Yoshitaro Nomura, écrit par Masato Hide et basé sur une nouvelle de Seisho Matsumoto, film japonais donc, dont je vais vous faire le pitch maintenant. Un homme trompe sa femme avec une serveuse depuis des années. Depuis des années, si bien qu'il a eu 3 enfants avec son amante. Un jour, et c'est là que le film commence, son amante, qui ne peut plus joindre les deux bouts, qui a des problèmes financiers, et son amant qui ne lui envoie plus d'argent du coup, elle va mettre l'homme face à ses responsabilités et va directement le voir chez lui. Donc là où il y a aussi évidemment sa femme qui vit. Elle explique tout à sa femme et part en laissant au couple les 3 enfants. Elle pense à ce moment-là lui donner une bonne leçon, mais très rapidement, l'épouse légitime se met à détester les enfants. Elle ne voit en eux que leur mère, qui est finalement la femme avec qui son mari l'a trompée. C'est là que l'angoisse commence, vraiment. L'homme est totalement soumis aux volontés de sa femme, et elle va le convaincre, mais à mon avis il était pas très difficile à convaincre, qu'il faut se débarrasser des 3 enfants. Alors je mets des trigger warnings tout de suite à ce film. C'est un film que, premièrement, je vous le dis tout de suite, que j'ai trouvé exceptionnel. Mais par contre, c'est un film qui n'est peut-être pas à mettre devant les yeux de tout le monde, et je mets des trigger warnings. Il va y avoir énormément de maltraitance. On va avoir des enfants battus, tout simplement. On va avoir des scènes d'enfants en train de se faire battre, ou en train de se faire humilier. Donc trigger warning, pour les gens que ça dérange, ne regardez pas ce film, honnêtement, ne le regardez pas. En revanche, pour les autres, pour ceux qui peuvent, alors je savais pas, évidemment, avant de le regarder, moi-même je ne savais pas que le film abordait toutes ces thématiques-là. Surtout que le film commence par ce qui ressemble à une histoire de mœurs, à une histoire d'adultère, tout simplement. Un mari qui trompe sa femme avec une femme qu'il a rencontrée comme ça dans un restaurant, qui va finalement se transformer petit à petit en un film, en un drame,
Ça parle vraiment du film d'adultère, du film de mœurs, pour se transformer petit à petit en drame et en film à suspense, et en film qui va créer un suspense absolument dingue, si bien que on en a regardé des films d'horreur ensemble, Mathias, où les enfants étaient mis en danger, et c'est vrai que les enfants, c'est un motif comme ça, mettre des enfants, je pense à peut-être celui qui nous a le plus marqué, c'est peut-être Babadook. Ouais, complètement. Ouais. Qui à la fois met un enfant qui est insupportable, enfin qui est très difficile à supporter au centre du récit. On voit sa mère qui a du mal à l'aimer, hein, pour des raisons qu'on vous révélera pas, évidemment des raisons scénaristiques. Là, je crois que je n'ai jamais eu aussi peur pour des enfants que dans ce film. En fait, j'ai été tension dans toutes les scènes où le film voulait me mettre en tension. À partir du moment où on comprend que le couple va essayer de se débarrasser des enfants, ils vont pas s'en débarrasser, ils vont pas les mettre, les tuer tous les 3 dans la nuit, les mettre dans un sac, les jeter par la falaise et c'est fini. Ça va se faire petit à petit. Ça va être ça va se faire au début par des humiliations, ça va se faire par tout un tas de procédés comme ça horribles, par de la maltraitance, mais qui au début est physiquement pas extrême, pour aller en augmentant. Et ça en est complètement dingue, parce qu'en plus le film entretient le doute sur le décès, on va dire, du premier enfant. C'est le premier, c'est le plus jeune, évidemment 3 âges différents, et le plus jeune qui est quasiment un nourrisson. Le film entretient le doute sur le pourquoi du comment. On sait pas trop si c'est à cause de sa mère ou si c'est à cause du couple chez qui il a été laissé qu'il décède. Et c'est un film qui se construit beaucoup autour de très grands contrastes, parce que c'est un film qui visuellement est sublime. Il y a un travail dans la composition des plans et dans le cadre qui est phénoménal. C'est un film qui utilise beaucoup de plans fixes, sauf peut-être à certains moments peut-être un peu plus tendus, mais la caméra bouge globalement très peu. C'est énormément de plans fixes, et chacun de ces plans fixes est composé de manière mais vraiment admirable. C'est très 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 beau, et on a une beauté visuelle jusque dans la dernière partie du film, où le film, la beauté va presque en augmentant au fur et à mesure que les décors changent et que le film avance, qui tranche avec le propos extrême et le propos triste et presque des fois à la limite de l'irregardable. Alors c'est pas du torture porn, hein. Je parle pas d'un film qui est extrême dans la manière dont on va figurer certaines des scènes, mais ce qui est suggéré est souvent indécent, malsain, notamment le fait que la femme va prendre du plaisir en fait à malmener les enfants, parce que comme elle voit en eux uniquement l'image de leur mère, elle va un peu maltraiter la mère par procuration. Et du coup, ça engage des scènes qui sont parfois très dérangeantes, où on a peur pour les enfants. Des fois, on voit le corps de l'enfant, on sait pas s'il est endormi. En fait, il aurait pu se passer tellement de choses, on sait pas trop s'il est endormi ou s'il est mort. Et le père va aller le secouer en mode comme ça, et des fois l'enfant se réveille, évidemment, hein, il s'est juste endormi. Mais il y a tout un tas de moments de tension comme ça que j'ai trouvé assez dingue, et une sorte de poésie visuelle qui tranche avec la cruauté, parce que c'est ça dont il est question en fait, c'est ça dont le film traite en son centre, c'est de la cruauté que les humains peuvent avoir envers d'autres humains. C'est vraiment de ça dont le film parle. Et ouais, un contraste assez saisissant entre un cadre et parfois une musique aussi. C'est ça qui est ouf, c'est que il y a une musique parfois très belle qui accompagne des scènes visuellement fabuleuses, visuellement sublimes, mais ce qui se passe au centre de la scène ne l'est pas. Ce n'est pas beau. Ce n'est pas du tout beau. Et donc c'est un film que à la fois je recommande si vous êtes capable de voir ce genre de film, mais qui en même temps, si vous ne le voyez pas, complètement compréhensible. Je précise juste, parce que je pense que je vais en arrêter là, hein, on va arriver à la fin de cette capsule, il n'y a pas de sang, très très peu. Il y a 3 gouttes de sang dans le film. C'est pas un film gore.
C'est pas du tout un film gore. C'est un film qui va vraiment mettre en avant la cruauté et le côté malsain de ses protagonistes adultes. Écoute Charles, tu m'as donné envie de voir ce film qui a l'air... alors ça fait bizarre de dire tu m'as donné envie de voir ce film après tout ce déroulé horrible. Ouais. Mais ouais non, ça a l'air déroutant, dérangeant, et en plus, si en plus le film est beau visuellement, et non, ça donne plutôt envie. Tu m'as dit, c'est qui le réalisateur? Enfin, c'est Yoshitaro Nomura. D'accord, je connais pas du tout. Ben ouais, il a fait. Alors je veux pas dire de bêtises, je parle là pour le coup, c'est quelque chose que j'ai pas pris dans mes notes, mais il a fait un grand long métrage avant. D'accord. Je suis pas sûr. Il me semble que c'est son deuxième, à vérifier, mais il me semble que c'est son deuxième. Et ouais, il y a une maîtrise dans le cadre. Chaque cadre est composé, mais presque comme une photo, quoi. C'est très beau, et et en même pareil, hein, la photo et les lumières sont très belles, et les lumières vont en s'embellissant dans les derniers actes du film. Mais ce qu'on voit est terrible. Mais ce qu'on y voit, en fait, c'est une absence totale d'amour que une famille peut, enfin un père et une mère un peu malgré elle, parce qu'elle est pas du tout la mère de ces enfants-là, mais l'absence d'amour et le rejet total que tu peux avoir pour des êtres humains qui peuvent amener à commettre le pire. C'est souvent dérangeant, mais ouais, non, ça m'a captivé, parce qu'il y a des scènes de tension que j'ai trouvé vraiment, vraiment incroyables. Écoute, c'est sur cette note très sombre qu'on va terminer, ce hors-série d'Inspiré de faits réels. Merci à vous de nous avoir suivis dans toutes nos discussions sur ces différents films. J'espère que ça vous donnera envie d'en regarder quelques-uns. En tout cas, nous, il y en a pas mal. Enfin, vous avez compris, peut-être pas Summer of 84, mais il y a pas mal de films dont on a parlé là qui nous ont vraiment beaucoup plu. Donc, on a couvert un champ assez large, hein, au final. Ouais, on a essayé de faire varier un petit peu, et donc c'est vrai que la sélection est très variée, donc il y en a un petit peu pour tous les goûts normalement. Un film thaïlandais, un film canadien, un film japonais, un film de l'Hollywood des années 50, pourquoi pas, voilà. Non, c'est assez large, donc voilà, j'espère que vous trouvez votre bonheur au moins dans cette sélection. Nous, on vous dit à très bientôt pour un prochain hors-série du bureau d'Inspiré de faits réels, et aussi pour bientôt le bureau des mystères de l'été, qui arrive très prochainement.